La recherche du temps perdu est un livre qui vous rend la vie plus intéressante que douloureuse. Et ce livre a exactement le même effet sur son lecteur. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Après, on discute. Hein, mais bien sûr. Je veux juste dire deux, trois choses. D'abord, l'existence de ce livre. Quand on connaît cette histoire, quand on fait partie des rares qui connaissent un peu cette histoire et qui donc sont dans la position de l'ami réduit à espérer qu'un jour la personne qui raconte cette histoire finira par s'en sortir et par en sortir quelque chose. Quand on est dans cette position-là, évidemment pendant des années, et qu'on voit apparaître ce livre-là soudain, d'une certaine manière c'est un soulagement, et c'est non seulement un soulagement, mais c'est une joie. C'est un livre qui vous raconte des choses épouvantables. Pardon. Voilà, comme ça. Exactement comme ça, c'est-à-dire en riant. Avec la légèreté que ces catastrophes méritent. Et la légèreté, c'est pas l'indifférence, ça n'est pas la nonchalance, ça n'est pas le fait de les traiter pour rien. Non, c'est le cœur du livre, c'est l'objet du livre. Mais il n'est pas question de céder un pouce de terrain à la déploration dans le récit qui vous est proposé là-dedans. Et donc, il y a deux lectures en une. Il y a un côté Carmen, en fait. C'est ça que j'aime bien dans l'histoire. Carmen, au sens où Carmen vous raconte quand même une histoire affreuse d'une femme qu'on assassine parce qu'elle est trop libre. Et c'est un opéra qui donne la pêche à tous les gens qui vont le voir parce que la musique l'emporte. Joie musicale contre les douleurs de la vie et à la fin, c'est la joie qui gagne. Et il y a cet effet-là dans le livre. Il y a cet effet-là. Il y a ce face-à-face avec la tragédie. Et c'est un face-à-face qui est victorieux. Victorieux et contagieux. Et donc, j'ai une première question qui est toute simple, c'est comment ? Comment ça s'est fait ? Comment as-tu fait ? Mais, en fait, ça a été la découverte de l'écriture, ça. Parce que au début, effectivement, je suis partie avec une matière qui n'était pas du tout drôle, mais que je trouvais potentiellement romanesque. Parce qu'il y avait une figure d'un sauveur dans ce personnage de psychanalyste et qu'il y avait une transformation du sauveur, enfin, qui tout d'un coup est dépassé par sa charge et bon, enfin oui, dépassé par sa charge, je pense que ça résume. Et donc il y avait ce potentiel-là, donc j'avais entrepris ce travail, pas tellement pour régler un problème personnel, mais parce que je me suis dit, il y a une matière littéraire. Donc j'ai eu une première étape où j'ai réuni la matière de mon expérience, et là, c'était pas une étape très drôle. Et puis après, pour m'en emparer, en fait, j'ai cherché l'endroit où c'était vivant, l'endroit où ça pouvait se transmettre, l'endroit où je pouvais aussi intriguer, en réalité, un lecteur, et l'amener à explorer les questions qui, moi, me paraissaient intéressantes dans cette histoire. Mais peut-être il faut juste résumer un petit peu l'histoire, parce que on ne sait pas trop... On va résumer l'histoire, c'est-à-dire on va résumer l'histoire, je vous lis, on est là pour lire, hein. Je vous lis les deux premières pages. Quelle heure est-il ? L'oncle Éric dort encore. Il aime dormir. Il aime faire la fête. C'est un étudiant de 24 ans. J'attends qu'il se réveille et c'est assez pénible. En ce matin d'hiver, la lumière est sans égard. Elle éclaire mon corps nu d'adolescente de 14 ans. Je déteste rester au lit le matin. À 3 rues de là, mes parents sont déjà debout, j'en suis certaine. À quelques 5 minutes à pied, ma vie, ma version latine, le théorème de Pythagore et une fiche de lecture sur « À l'ouest, rien de nouveau » m'attendent. J'aimerais me lever, prendre une douche, m'habiller, filer, reprendre ma place auprès de mes parents et de mon petit frère. Personne ne m'en empêche, pourtant je reste là, immobile. Le bras d'oncle Éric me tient contre lui. Curieux comme son expression, dépourvue à cette heure de sourire, me paraît grossière. Son nez dilaté, sa bouche épaisse, sa peau moite et molle. Être dans son lit me semble soudain incompréhensible. Des voix se font entendre dans le séjour. Dans ce petit appartement moderne, les murs ne protègent de rien, surtout pas du bruit. Comme la plupart des nuits, mon grand-père Alfred n'a pas dormi chez lui. C'est donc Adélaïde que j'entends discuter. Quelle heure peut-il être ? De regrettables odeurs matinales s'échappent de la bouche entr'ouverte de mon oncle. À en juger par le peu de précautions prises par Adélaïde et son interlocuteur, il doit être assez tard. Si ça se trouve, il est bientôt midi. Il faudrait que je me dépêche maintenant avant que mes parents ne téléphonent.
Les voix s'engouffrent dans le minuscule couloir qui relie le salon aux 2 chambres à coucher. Bruyante et entrecoupée d'éclats de rire, elle progresse vers la chambre. Adélaïde nous signifie qu'il est temps de nous lever. Je reconnais la voix de l'oncle Casimir, son fils aîné. À tous les coups, il vient pour le déjeuner du dimanche. J'ai les yeux ouverts depuis des heures. Mais que font-ils? Aïe, ils ont ouvert la porte. Seule cachette à ma disposition, mes paupières que je rabats comme on ferme ses volets. Nous voilà, l'oncle Éric et moi, exhibés dans la lumière crue de ce mauvais matin, le bas de nos corps à peine couverts par la couette sombre. Devant ce spectacle, Adélaïde et Casimir complices s'esclaffent. Ah, si sa mère la voyait. Je tiens mon rôle de dormeuse comme d'autres contrefont la mort. Les yeux clos, je respire à peine. Si sa mère la voyait. Je pourrais tourner de l'œil pour de vrai dans mon faux sommeil. La nuit tombe en plein jour. Ah, c'est le début. En fait, tout est comme ça. Je veux dire, on est la quantité de face à face, d'âpreté que tu restitues dans ce livre est absolument invraisemblable en fait. C'est incroyable, d'une justesse et d'une force que je trouve incroyable. Voilà. En tout cas, oui, c'est le prologue. C'est le prologue. Parce que l'histoire, en gros, c'est quand même après ça. En fait, cette fille, bon, bah, on comprend qu'elle a vécu un problème d'abus dont on ne cache pas l'existence, puisque c'est. Non, mais on a la clé tout de suite. Voilà. Oui, oui. Oui, parce que je me disais, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéressait, c'était après. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce problème d'inceste et d'abus. On n'en a jamais autant parlé, peut-être, dans une société que dans la société dans laquelle on vit. Et on dit c'est grave, mais finalement, pourquoi c'est grave? Et ce qui m'intéressait, c'était de suivre le parcours de cette fille, 3 ans plus tard, qui est malade, qui ne sait plus pourquoi, et qui se retrouve chez un thérapeute, enfin chez un psychiatre, éminent, spécialiste, et qui n'y connaît rien à cette démarche, à ce mode de thérapie, enfin à ce soin en fait. Or aujourd'hui, les personnes traumatisées, entre guillemets, on dit comme ça, ou victimes, un autre vocabulaire encore, mais qu'est-ce qui se passe après? Mais on leur propose comme soutien une aide psychologique, une prise en charge. Et moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était de parler de l'après. Pourquoi c'est grave en fait? Avec quelle fragilité cette fille, comme tant d'autres, va avancer dans l'existence, et qu'est-ce qu'une psychothérapie offre comme réel moyen de guérison, entre guillemets. Et lui ça commence, c'est extraordinaire, ça commence d'ailleurs par un soin apporté aux mots. Il y a un chapitre qui commence par ce pardon, point d'interrogation, ce qui veut tout dire. Dois-je demander pardon? Pardon, que me dites-vous? C'est comme aller voir son psy et lui dire, mais enfin, de quoi je me mêle? Et c'est là, après, que les mots deviennent fous. C'est-à-dire que il dit lettre et la narratrice entend lèvres, ou inversement. Le mot d'introduction la plonge dans des trucs de perplexité. Elle dit qu'elle voit et elle entend double. Un peu plus loin, elle dit qu'elle n'a plus de mots. Elle parle à son propos un moment, quand il commet une faute professionnelle, d'une occasion de se taire. C'est le moment où, mais lui, le premier travail qu'il fait, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe. Et au départ, les choses se reconstruisent grâce à ça. Oui, et ce que je trouvais intéressant dans le roman, dans l'écriture du roman, puisque la question que tu posais tout à l'heure, c'était comment vous avez fait. En tout cas, je cherchais justement à susciter une identification de la part du lecteur pour qu'il puisse épouser ce point de vue de cette fille qui est plongée dans la confusion. Et la voix intérieure que permet l'écriture romanesque, plus qu'une pièce de théâtre, plus qu'un film, permettait de plonger dans les questions qu'elle se pose. J'ai écrit beaucoup le livre avec des questions, en fait, plus pour poser des questions et pour montrer, donner à sentir, si c'est possible, avec quoi travailler le thérapeute pour sortir cette fille du désastre, en fait, dans lequel elle se retrouve à cet âge-là. Alors, on est chez Proust ici, enfin on est dans l'hôtel proustien, dans la recherche du temps perdu. Il y a une onomastique très subtile,
dans la vie de Proust, Madame de Fortehoule devient Madame de Cambremer. Tout ça est très fin, très finement étudié, etc. Il y a une étymologie de chaque nom de famille. Dans le cas de Margot, alors c'est plus simple. Le psy s'appelle Monsieur Dunler. Il est recommandé par Madame Materne. Donc, au moins, tout est clair. Et c'est assez drôle, ça, pour le coup, parce que c'est un artifice rigolard qui ne se cache pas lui-même, en fait. Il y avait vraiment, là, pour le coup... c'est assez agréable, même, à lire Monsieur Dunler. D'autant que tu écris Dunler, H-E-U-R, à la fin. L'heure, c'est donc à la fois, c'est la bonne heure et c'est aussi l'heure, la rencontre fortuite, éventuellement malheureuse. Mais en réalité, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Tout à l'heure, j'ai évoqué la difficulté, mais une fois que j'avais réuni la matière et que j'ai commencé à sentir de la liberté à faire bouger les images, les figures et ce jeu de la thérapie, en gros avec quoi joue la thérapie aussi, d'identification, de transfert et tout ça, j'ai eu du plaisir. Et c'est vrai que ce nom, de nommer le psy comme ça, puisque finalement j'ai écrit le livre en me disant mais les psychanalystes travaillent beaucoup à partir de cas, ils écrivent des cas, pourquoi une patiente ne pourrait pas écrire le cas du docteur? Et pendant très longtemps, le livre s'est appelé Le cas du docteur Dunler. Bon, finalement, avec mon éditrice, on a jugé que c'était plus intéressant de le nommer différemment, mais Dunler, c'était que la première question, tu l'as dit, c'est quelle heure est-il? Ouais. Dans le passage que tu as lu. Et je me disais que sans doute, cette fille avait toujours l'espoir que ce psy allait lui donner la réponse à cette question, qui est à la fois symbolique. Mais ce qui est remarquable, c'est que le début des séances pour Margot se passe très bien. Il met enfin des mots sur quelque chose. D'abord, il met des mots sur ce qu'elle éprouve. Elle comprend qu'elle n'est pas seule à éprouver ce qu'elle éprouve, que ce qu'elle éprouve s'appelle culpabilité, que ça s'appelle déni. Elle se reconstruit sur fond de ces mots. Elle découvre l'antiquité de ce qui lui arrive, en fait, et la possibilité d'en parler. Donc, il joue pleinement son rôle à ce moment-là. Pleinement son rôle. Et puis, il y a une bifurcation, et alors c'est très fin dans le livre, il y a un moment où il se met à poser les mauvaises questions. Il y a un moment où il se met à chercher au mauvais endroit, et plus rien ne fonctionne en fait. C'est très très fin, très finement amené ça dans le livre. À un moment, il commence par lui parler de la culpabilité, par lui expliquer qu'elle est innocente, en somme, enfin par lui faire comprendre qu'elle est innocente. Et puis plus tard, il en vient à lui dire qu'elle a quand même consenti à tout ça. Et à essayer de faire ce travail sur elle. Ben, c'est-à-dire que cette histoire, en tout cas, raconte cette grande exploration de la responsabilité, s'il y en a une, en tout cas de ce statut de victime. Qu'est-ce qu'on fait de ce statut de victime? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il cherche, lui, en partie. C'est à ce qu'elle sorte de tout ça autrement que comme une victime. Alors après, il utilise des moyens qui, avec le temps, se dégradent, mais sans doute pour d'autres raisons. Le livre se contente de poser des questions, il ne répond pas à tout. En tout cas, moi, j'espère que ça permet au lecteur de choisir, en fait, aussi sa version des faits. Ouais, mais enfin, l'aliéniste devient bien aliéné. Ça, c'est sûr. Oui. Non, il y a une bascule. Il y a une bascule. C'est le moment, d'ailleurs, où la narratrice commence à l'appeler l'aliéniste. Et on finit par comprendre que c'est lui que ça concerne plus que ses patients. Mais le projet, vraiment, parce que je suis partie avec un projet d'écriture assez clair, c'était d'écrire l'histoire d'une répétition. C'est-à-dire, cet ado vit cet événement. Comme tu l'as dit, il y a une antiquité, il y a une histoire infinie sur ces événements d'inceste et de problèmes d'abus dans les familles. Et elle se retrouve avec un psychanalyste qui, après l'avoir sortie de ça, la replonge dedans. Et c'est là où c'était une histoire tragique pour moi, mais aussi une histoire intéressante parce que finalement, la répétition, c'est un vrai thème
pour le traumatisme, quel qu'il soit. Là où c'est étrange, moi je suis comédienne, c'est aussi un outil, la répétition. C'est aussi un outil de connaissance. Quand on répète une pièce, on sait très bien que plus on répète, plus on commet d'erreurs, plus on va dans les passages où il n'y a pas d'issue, des endroits où on n'arrive pas à respirer le texte, et à force d'y retourner, petit à petit, on trouve les solutions. De ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas une spécialiste de la psychanalyse au sens où je ne suis pas psychanalyste et tout ça, mais il y a quand même à l'œuvre dans la méthode psychanalytique cette répétition, ce mécanisme de répétition. Tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Donc on peut continuer. Et puis, mais il y a aussi une tragédie de la répétition. Donc c'est ce double versant, oui, de ce phénomène de répétition dans nos vies. Je crois que c'était un sujet en philosophie aussi, la répétition. Et la différence qui va avec, parce que la répétition, c'est pas la répétition de l'identique. Et de fait, dans le livre, la répétition n'est pas la reproduction d'un... C'est un schéma qui tente de se reproduire et qui déconne en fait, et qui déraille à l'endroit même de la liberté. Et donc c'est une répétition qui inscrit une différence. Par exemple, en quelques lignes. En très peu de temps, ce médecin est devenu ma possibilité de vivre. Il me permet de trouver les mots. Ses qualités professionnelles en font un homme extraordinaire, un maître, un père, une étoile du berger toujours présente, même à travers de sombres nuages, mon repère, mon garde-fou, mon protecteur, celui qui sait démêler le bien du mal. Bon, formidable. 40 pages plus loin, c'est le même qui lui dit « Oui, mais enfin, vous avez participé, vous n'avez pas dit non ». C'est-à-dire qui soudain abuse de l'image, de l'aura, de l'autorité qui est la sienne pour parvenir à ses fins, en somme. Alors, oui, sans doute, sauf que ce que raconte l'histoire, c'est un décalage, et moi c'est ça que je trouvais intéressant, d'explorer, de langage. En fait, c'est deux personnes qui ne parlent pas la même langue. À un moment, il y a un problème de langage. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à lui toujours comme une enfant face à son père, et lui s'adresse à elle comme à une adulte, sans doute, en tout cas consciemment, c'est sans doute c'est ça qu'il veut faire, mais ce décalage de langage qui est le propre des problèmes d'inceste et d'abus, c'est-à-dire qu'on a un enfant attaché à un parent et un parent qui utilise cette affection pour obtenir autre chose et pour aller dans un autre endroit, c'est ça qui se reproduit. Il y a un psychanalyste qui appelle ça la confusion des langues. Et je crois que c'est ça qui est très peu compris aujourd'hui et qui est difficile à appréhender, c'est que le langage de l'enfant n'est pas du tout le même que celui de l'adulte, et sous certains mots, en fait, la vision du monde, l'attente, le désir, n'est absolument pas le même. Ce qui explique toute la difficulté de ce qu'on appelle le consentement. Donc c'est vrai que, là, j'ai l'air de théoriser, mais le livre, j'avais l'impression que je pouvais raconter dans une histoire très concrète. Ah, il n'y a pas un atome de théorie. Hein. Voilà, très concrète, justement, pourquoi cette question du consentement est si complexe, et que tant qu'on n'a pas bien différencié ces deux modes de langage, on ne peut pas vraiment appréhender ça. Ainsi, et que c'est certainement pas, non, vas-y. Mais c'est aussi parce que la justice, là j'élargis un peu la question, mais sur ces questions d'inceste et d'abus, c'est très difficile que la justice y apporte une réponse pour des tas de raisons qu'on connaît, de preuves, etc. Mais c'est aussi parce que c'est une affaire de langue. C'est que dans la communication entre les individus, entre l'ado, l'enfant et l'adulte, même jeune adulte, on est dans deux mondes différents. Et qu'à partir du moment où même sans bien s'en rendre compte, l'un commence à utiliser la différence, le décalage, l'asymétrie, comme le psy avec son patient qui est aussi dans une relation asymétrique, eh bien, tout devient malheureusement dangereux. Et puis il y a les mots qu'on emploie un peu comme dans Festen pour préserver un dispositif ou un système. Il y a le personnage d'Adélaïde qui est très, très intéressant de ce point de vue dans le livre.
Il faut dire qui est Adélaïde. Enfin... Ben, c'est-à-dire que, oui, on suit, il y a 3 parties dans le livre. Une première partie où on voit ce psy vraiment remettre cette fille en route, enfin, lui rendre ses capacités. Et puis, la thérapie s'arrête. Sans que, d'ailleurs, elle comprenne bien pourquoi ça s'arrête. Elle est un peu craintive. Elle part et il se trouve que sa vie, sans ce travail, sans cet accompagnement, ne se passe pas si bien. Et donc, elle revient chez lui après un accident qui fait revenir le traumatisme au premier plan. Et à ce moment-là, elle est dans une soif de on dirait aujourd'hui libération de la parole, mais enfin, libération de la parole, ça ne veut pas dire qu'on est écouté ou qu'on est entendu. Et donc, à la fois, elle revient chez lui déchaînée, voulant à tout prix régler ses comptes avec sa famille, et lui suggère une sorte de rendez-vous familial à laquelle il n'assiste pas, hein. Et dans ce cadre-là, le personnage dont tu as lu un extrait, Adélaïde, la grand-mère, belle grand-mère, mais sous les yeux duquel tout s'est passé, oui, comme tous les responsables. Elle est gardienne du temple. Oui, elle est gardienne de son fils, des agissements de son fils, et finalement, elle accuse une petite elle accuse la petite fille d'avoir séduit son fils, mais avant même, à ses 8 ans. Mais ça, c'est les réflexes qu'on a vus déjà dans plein de films, dans plein d'histoires. Tu parles de Festen. Oui, mais ce qui est remarquable dans le livre, c'est qu'évidemment, Adélaïde joue pleinement son rôle. On a par exemple en tête l'image de l'épouse dans Festen, qui est la garante de l'ordre établi par le père, qui a vu les choses et qui n'abandonne le père que quand elle a vraiment perdu la partie, etc. Adélaïde est vraiment de cette espèce-là, de ce métal-là. Mais ce qui est remarquable dans le livre, c'est que il y a un côté Lorenzaccio chez la narratrice. Elle dit toutefois, voilà, la sidération de mes 13 ans n'avait vraiment rien à voir avec le début d'un consentement. Toutefois, à force de ne pas dire non et de grandir dans un monde silencieux et clivé, à 15 ans, j'avais clairement basculé du côté obscur de la force, si l'on peut dire. Je recherchais de mon plein gré cette relation sexuelle interdite dont j'imagine, je n'arrive pas à m'en souvenir, je tirais un plaisir physique. Cette bascule, ce malentendu, cette tendresse pervertie, cette confusion des langues, cette éducation sexuelle à laquelle je finis par adhérer sans retenue, ce probable plaisir qui me prit au dépourvu, mais que je fus incapable de refuser et qu'avec le temps je recherchais, m'empoisonnèrent irrémédiablement. Et la description, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le système détestable des individus qui disent « Ah, mais c'est de sa faute, c'est elle qui a fait ça, etc. etc. » Et il y a le travail absolument remarquable de la narratrice qui, sur elle-même, admet la part obscure à laquelle elle n'a pas pu échapper puisqu'elle-même a voisiné avec ça. Mais le poison est là. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça le poison. C'est ça le poison. Le poison, c'est ça. C'est Lorenzaccio. On finit par ressembler à celui dont on veut se débarrasser, en fait. Non, mais le poison, c'est d'avoir éprouvé la culpabilité dont tu parlais au début. Le poison, c'est d'avoir éprouvé du plaisir dans une situation certes confuse, mais qu'on a fini par accompagner. Voilà. Et c'est pour ça que le moment où le psy... C'est l'arme favorite des gens qui veulent étouffer l'histoire. Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec être l'instigatrice, ça n'a rien à voir avec tout ça. Néanmoins, c'est comme ça qu'on fait taire les gens, effectivement, parce que dès qu'on les ramène à ce qu'ils ont pu éprouver, dont ils se sentent tellement coupables qu'ils n'arrivent même plus à éprouver du plaisir ensuite, en réalité, c'est... je ne sais plus ce que je disais, pardon. En tout cas, qu'est-ce que je disais ? C'est la proximité avec ce qu'on éprouve. Oui, que c'était ça le piège. C'est ça le piège pour les jeunes, les ados ou quoi, qui se retrouvent dans ces situations-là. C'est qu'ils sont empoisonnés d'avoir participé, oui. Et quand il lui dit ça, non pas pour l'aider dans la deuxième partie... Mais pour la déstabiliser. Mais pour la déstabiliser et la faire sortir de ses revendications de vengeance, parce que ça se passe dans les années 90 et on n'est pas en 2022, je ne sais pas comment la question serait envisagée aujourd'hui. Je pense qu'il cherche à lui faire étudier ça. Je pense que peut-être on peut y voir un calcul, mais on peut aussi y voir son souci de lui faire explorer cette question-là.
C'est-à-dire pourquoi elle est allée chercher ça? Non. Pas pourquoi elle est allée le chercher, elle n'est pas allée le chercher. Non, justement. Elle n'est pas allée le chercher. Mais qu'est-ce qui... Non, mais du point de vue du pervers, c'est peut-être ce qu'il veut lui mettre en tête, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas. C'est ça. Il y a quand même des questions auxquelles Non, mais c'est ça difficile d'avoir des réponses. En fait, c'est que tout est irrésolu, mais il n'y a pas un atome d'insincérité ou de falsification, de trafic dans ce travail invraisemblable, en fait. Enfin, dans ce livre. C'est ça qui frappe quand on le lit, et ce qui fait qu'on peut pas, on ne décroche pas, en fait. On ne décroche pas. À tout instant, on est pris par la narration, précisément à cause de ça. Et puis, alors, il y a le passage de l'accident. C'est quand même qu'on parle un tout petit peu de ça, le passage de l'accident. C'est un moment très étrange. C'est un moment très étrange dans la restitution qui en est proposée. L'accident se passe comme au ralenti, de façon très cinématographique. D'où vient le récit, d'où vient le désir de raconter les choses de cette manière-là? Je pense que cet accident, au moment où il intervient, là, elle est presque en train de... C'est presque un moment de dépersonnalisation. C'est un moment où elle se détache en réalité du réel. Et c'est ça que je voulais restituer. Et que dans ces moments-là, on a souvent une lucidité très grande sur ce qui se passe. Comment la voiture tourne, parce qu'on est extérieur à soi-même, parce qu'on regarde les événements se faire. Et c'est peut-être comme ça qu'on se suicide, en fait. Je sais pas. Au lieu de quoi, la voiture se retourne et se met à rebondir en roulant sur elle-même. Elle dévale 100 mètres de la descente abrupte. Je ne perds pas mon sang-froid, je n'ai pas le temps. Je compte les secousses, les retournements dans mon hors-piste. Secoué, je fais corps avec l'automobile à travers les roches et les îlots d'herbe pelés par le soleil. Les chocs s'accumulent contre ma tête, mon dos, partout. Les tonneaux s'enchaînent à un rythme presque régulier. Enfin, emporté par la pente qui n'en finit pas, je ne pense plus, j'attends. Mon point de vue bouge sans arrêt. Il est sans dessus-dessous, puis l'inverse. Je compte. Au 8e tonneau, la voiture est brusquement stoppée dans ses folles pirouettes. Splendide et solitaire, un arbre planté là met fin à cette étrange partie de jambes en l'air. Pardon, mais c'est un résumé du livre. Bah oui, écoute, je sais pas. J'ai pas réfléchi à tout ça plus que... De son calme, il domine les kilomètres de dénivelé restant jusqu'au fond de la vallée. Violemment, la voiture s'encastre contre lui sur son flanc droit. La place du mort est bien nommée. La voiture s'écrase sur sa tranche. Le mort à sa place n'y aurait pas survécu. Ouais. Voilà. Mais, je sais pas, avant qu'on se quitte, il me semble que s'il y a un intérêt à lire ce livre, c'est que je crois... Tout à l'heure, je parlais avec un peu de désinvolture comme ça de ces questions d'actualité dont certains se demandent quand ça va s'arrêter, cette affaire de MeToo, cette affaire des dénonciations. Alors, bon, dans cette époque, c'est vrai que tout se mélange facilement. Mais j'avoue que les questions qui se posent aujourd'hui, au moins en ce qui concerne les enfants et les adolescents, je trouve qu'on a une occasion inespérée, peut-être, de comprendre mieux ce qui peut pourrir une famille sur des générations. Et donc une société aussi, parce que les familles qui sont à ce point gangrénées, pour moi vraiment, et en l'écrivant, je l'ai ressenti, du moins dans sa première phase, à quel point ce poison de l'inceste est un cancer pour une famille, que ça peut... Je parlais de la répétition, il faut bien savoir que ce que je raconte avec le psy, de cette répétition, de l'abus, etc., arrive en général justement à des gens qui ont déjà été abusés, que donc en fait il y a des statistiques sur la répétition,
et sur la transmission de ce mal dans les familles. Donc, j'espère que le livre est intéressant sur un plan littéraire, parce que je l'ai écrit pour ça, parce que ça m'intéressait. Mais s'il y a aussi un autre intérêt, peut-être, de se poser ces questions-là et d'y réfléchir autrement que dans le cadre actuel qui parfois propose beaucoup d'humeur, d'opinion, de scandale, etc. C'était aussi pour ça que j'avais envie de choisir le roman, pour me démarquer, en tout cas pour essayer d'avoir un espace pour penser qui ne soit pas celui du scandale, qui ne soit pas celui de la condamnation, de l'accusation, mais celui des questions. Et du droit d'être entendu. Il y a ce passage incroyable, alors c'est pas celui des scandales, mais on est vraiment en phase avec ce qui se passe, avec ce que les gens vivent aujourd'hui, parce que l'une des tragédies parmi les tragédies auxquelles on assiste, il y a la parole qui n'arrive pas, c'est-à-dire les choses qui n'arrivent pas à être dites, et puis il y a les gens qui parlent, et puis on s'en fout. C'est-à-dire, on te croit, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Oui, c'est sûr que ça s'est passé comme ça, mais tu comprends, c'est machin, c'est ci, c'est ça, donc on va pas... On te croit, mais on s'en fout. C'est Tristan Banon qui raconte ça. On te croit, mais on s'en fout. On sait que c'est arrivé, mais tu comprends, l'auteur est quand même... C'est pas n'importe qui. On s'en fout. On considère que ça passe à côté. Et il y a tout un passage dans le livre sur le fait de parler sans être entendu. Ou plus exactement, on est entendu, mais... Et après, c'est-à-dire qu'il y a aussi le moment de l'intérêt d'un livre, de l'intérêt supérieur d'un livre, c'est-à-dire que il arrive qu'on dise les choses, dans Festen, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Là, ils veulent bien entendre. Et après. Et la chose est étouffée après coup. C'est très frappant, ça. Mais alors ça, j'ai trouvé, en l'écrivant, que c'était en même temps une matière, d'ailleurs pour le théâtre c'est fantastique, la parole qui n'atteint pas. Voilà. C'est une expérience, en Cassandre. fait, de l'absurde. Parce que la parole, tout d'un coup, ne remplit plus sa fonction de communication, d'être compris et tout ça. Et je trouve qu'en fait, c'est très intéressant. C'est la tragédie de Cassandre. Je fais une parenthèse. C'est un vrai moteur d'écriture. C'est le drame de Cassandre. Cassandre se refuse à Apollon, et pour la punir, Apollon lui crache dans la bouche. Et la condamnation, l'effet de ce crachat, c'est que Cassandre verra l'avenir, puisque Apollon lui a enseigné la divination, mais elle sera privée d'être entendue quand elle le dira. Donc elle a beau dire aux Troyens, ne faites pas entrer le cheval dans la ville, etc., etc. Donc c'est celle qui est condamnée à ne pas pouvoir agir sur ce qu'elle entrevoit, et elle peut parler. On sait qu'elle parle, puisqu'on lui dit tout le temps de se taire. On ne veut pas l'entendre. On dit ta gueule. Cassandre, c'est vraiment, on se bouche les oreilles. C'est le twitto déplaisant. On ne la supporte pas. Et on sait qu'elle parle, mais on ne l'écoute pas. Elle est condamnée à ne pas être entendue. Et il y a quelque chose de l'ordre de cette condamnation là-dedans. Enfin, attends, un moment, c'est une difficulté. C'est pas réglé une fois qu'on l'a dit, en fait. Parce qu'il y a le chemin qui va du cœur à la bouche, et puis il y a le chemin qui va de la bouche de l'un à l'oreille de l'autre. Ah ouais, et puis il y a l'autre. En fait, il y a cette grande question-là. C'est que qu'est-ce qu'on dit à l'autre quand on lui parle de ça ? Peut-être ça qu'il faut aussi penser. C'est pourquoi cette parole est si difficile à entendre. Qu'est-ce que l'autre entend ? Et dans son refus, dans son absence de retour, de considération, de sympathie, en gros, qu'est-ce qu'il dit, lui ? C'est aussi ça que je trouve intéressant dans cet échec de la parole. Et finalement, je trouve ça très, très riche, sur le plan littéraire en tout cas. Sur le plan humain, c'est pas toujours marrant, mais sur le plan littéraire, et théâtral aussi, ça pourrait être intéressant. C'est une mine d'or. Oui, évidemment. C'est une mine d'or. J'ai une dernière question, parce que je voudrais après pas parler de tout non plus et vous laisser le soin de le lire, parce que c'est vraiment ça le mérite. Pourquoi la hache ? Pourquoi la hache ? La hache, oui, non, mais parce qu'à un moment, elle explique... Pourquoi la hache ? Il faut dire pourquoi. Ah oui, il faut que je dise question, moi. Ah oui, d'accord. Il faut dire pourquoi je pose cette question. J'avais pas compris le. Ok. Non, à un moment, elle imagine. Mais justement, quand elle est dans l'idée qu'elle va régler ses comptes dans la réalité. Et ça, c'est un des pièges tendus. C'est
de se réveiller un matin et de se dire, bon, maintenant, je vais régler mes comptes. Et on peut facilement, en fait, se transformer en meurtrier. À force de ne pas avoir été entendu, à force de prendre conscience de la manipulation, en fait, dans laquelle on a baigné, quoi. Et du coup, après cet accident, elle se réveille avec des pulsions et elle s'imagine qu'elle va aller retourner sur les lieux du crime, dans cette chambre sur laquelle le roman commence, pour détruire ce mur qui était entre la chambre parentale et la chambre de l'oncle. Voilà. Et évidemment, la hache, c'est aussi... Dostoïevski. Oui, sans doute, j'y ai pas pensé. C'est Raskolnikov, quoi. Oui, en tout cas, c'est la tentation du meurtre, c'est la tentation de la vengeance, et c'est la tentation de régler ses comptes dans la réalité. Or, je crois que c'est pas comme ça que, évidemment, enfin, c'est un peu couillon de dire ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut régler ses comptes. Pas dans la réalité comme ça. Non, ça se passe mieux quand on écrit un livre. C'est vraiment, c'est un livre formidable. C'est un livre formidable. Pardonnez-moi la franchise de ces questions, mais je trouve que le livre le mérite vraiment et qu'il mérite votre lecture. Voilà. Merci. Merci.